Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport avec à mes côtés Laurent Garnier. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Cette semaine, nous allons parler de golf avec nos invités Véronique Branover, présidente de la Ligue Occitanie de golf, Debbie Kurilovic, bénévole au Golf Club de Toulouse, Hubert Tissot, organisateur de l'Ultrabike, Chloé Schonenberger, sprinteuse de l'équipe professionnelle du Stade Rochelet, Charente-Maritime, et Romain Lucénan, licencié au Revel Sprint Club et ambassadeur de l'Ultrabike France. Et cette semaine, pour la chronique spéciale Coupe du Monde de rugby, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Lapassé, directeur technique de la Ligue Occitanie. Oui, et au sommaire de cette émission, Pauline, c'est à Rome, en Italie, que nous nous rendrons pour un petit retour sur l'éclatante victoire de l'équipe d'Europe de golf face aux États-Unis à l'occasion de la 44e édition de la Ryder Cup. En deuxième mi-temps, à nous les grands espaces et la découverte de l'Ultrabike, des épreuves formatées pour les spécialistes de l'ultracyclisme, mais aussi pour les cyclistes recherchant une nouvelle expérience. Mais avant le coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match ? Avec les principaux résultats sportifs de la semaine, Pauline. Et oui Laurent, on va commencer avec l'athlétisme et les 20 km de Paris. Un peu plus d'un mois après sa 7e place aux Mondiaux de Budapest sur marathon, l'international français Hassan Chadi s'est classé 2e dimanche des 20 km de Paris, derrière le Kenyan Elvis Chebor Tebarak. Chez les femmes, Megdes Voldou et Anaïs Kemener ont pris respectivement les 2e et 3e places, derrière la Kenyane Gladys Gemayo. En ce qui concerne le marathon de Chicago, attention, c'est un record du monde qui a été battu. Kelvin Kiptoon a effacé le record du monde du marathon de la légende Eliud Kipchoge. Il a bouclé l'épreuve en 2 heures, 0 minutes et 35 secondes, contre avant un record de 2 heures, 1 minute et 9 secondes. Et en gymnastique, Pauline, les championnats du monde, notre équipe de France a décroché la médaille de bronze historique lors de la finale par équipe. Il s'agit de la première médaille mondiale pour les Bleus dans cette épreuve depuis l'argent décroché en 1950. Un retour aussi superbe de l'américaine Simone Biles, de 26 ans, qui a été sacrée dimanche à la poutre et au sol. Elle possède désormais 23 titres et 30 médailles aux mondiaux. Côté français, petite désillusion à cause d'une chute dès son premier passage de Mélanie de Jésus dos Santos, qui doit se contenter de la 10e place au concours général des championnats du monde de gymnastique. Et on va enchaîner avec le canoë-kayak et la Coupe du Monde, où Titouan Castries a survolé la finale de Coupe du Monde de Vers-sur-Marne, mettant plus de 2 secondes et demie à la concurrence. C'est énorme. Et le vétéran Boris Neveu s'est lui imposé royalement en cross dimanche lors des finales de la Coupe du Monde sur le bassin olympique de Vers-sur-Marne. Alors en tennis, maintenant, une victoire française, c'est pas souvent et c'est bien de pouvoir le souligner. C'était au tournoi d'Astana, ATP 250. Adrian Manarino a renversé l'Américain Sébastien Corda 4-6, 6-3, 6-2 en finale du tournoi. Le Français de 35 ans décroche son 2e titre de la saison. Et cette fois, c'est de la Formule 1 avec le Grand Prix du Qatar. Comme au Japon, Max Verstappen est déjà triple champion du monde depuis samedi et il a devancé les 2 McLaren au Grand Prix du Qatar dimanche. Mais cette fois, c'est Oscar Piastri qui a devancé son coéquipier Lando Norris sur le podium, tous deux sur McLaren. Le Français Esteban Ocon, lui, sur Alpine, termine 7e. Et on passe de la Formule 1 au VTT, Coupe du Monde Femmes Cross-Country. La championne de France, Loana Lecomte, a remporté la dernière manche de Coupe du Monde de la saison à Mont-Sainte-Anne. Elle termine finalement à la 2e place du général de la Coupe du Monde derrière Puck Pietersen. La Coupe du Monde, toujours, mais pour les hommes en cross-country, c'est le Suisse Nino Schurter qui a terminé dimanche en tête du classement général de la Coupe du Monde de cross-country pour la 9e fois de sa carrière. En terminant 14e à Mont-Sainte-Anne, donc au Canada, le Suisse devance le Français Jordan Sarrou de 40 points, finalement 2e au général. Chez les hommes, toujours en Coupe du Monde, mais cette fois-ci en descente, le Français Loïc Bruni a été sacré pour la 3e fois de sa brillante carrière en terminant en tête du classement général de la Coupe du Monde de VTT descente. Et on va continuer avec du cyclisme, mais cette fois c'est du BMX avec la Coupe du Monde masculine. Les Français Romain Mailleux et Joris Daudet ont remporté une nouvelle manche de Coupe du Monde samedi à Santiago del Estero en Argentine. Après sa victoire la veille, le champion du monde Romain Mailleux a de nouveau remporté une manche de Coupe du Monde.
Sur la ligne de la finale, il a devancé Joris Daudet, mais ce dernier a été relégué à la 8e place pour une faute de trajectoire dans la première ligne droite. Et on va changer de sport, on va se retrouver en pleine mer, en voile. Et sur cette mini transat, c'est Carlos Manera Pascual qui a remporté jeudi à La Palma aux Canaries la première étape de la mini transat, la Boulangère, partie des Sables d'Olonne le 25 septembre. Le skipper espagnol de 25 ans a devancé Victor Mathieu et Julien Letissier. Et Laurent, on va enchaîner avec un sport dont on ne parle pas souvent, c'est le surf stand-up paddle avec les championnats du monde. L'équipe de France a été sacrée championne du monde de stand-up paddle pour la 3e fois de son histoire, dimanche aux Sables d'Olonne. En individuel, les Français ont décroché 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Julien Marticorena a récupéré son titre de 2019 acquis au Salvador. Noïc Gariou est devenu vice-champion du monde dans la catégorie Sup Open. Chez les femmes, Mélanie Lafenêtre est vice-championne du monde. Du côté des juniors, le Français Vaïk Gariou a conservé son titre de champion du monde en faisant exploser la concurrence sur les 5000 mètres du parcours. Oui, alors on ne se trompe pas pour cette compétition, c'est bien en paddle, c'est une sorte de planche à voile, comme on dit, avec une petite rame, hein, et c'est pas le paddle avec le ballon, la petite balle. On a bien compris la différence entre les deux sports. L'un est sur l'eau et l'autre est à l'intérieur sur des terrains ressemblant à des terrains de tennis. Voilà pour notre histoire de paddle. Et on va passer donc en football maintenant, puisque c'était la semaine des Coupes d'Europe. Donc en Ligue des Champions, dans un stade surchauffé, les Lensois ont renversé Arsenal. Mardi, en Ligue des Champions, 2-1. Paris, lui, a explosé mercredi 1-4 face aux Anglais de Newcastle. Dans la Ligue Europa, alors qu'il menait 2-0, l'OM a finalement été rejoint par Brighton jeudi en Ligue Europa 2-2. Toulouse, de son côté, a battu Linz 1-0 et conforte sa 2e place dans son groupe. Des regrets pour Rennes qui s'est incliné, lui, sur le terrain de Villarreal 1-0. Et enfin, dans la Ligue Europa Conférence, largement remaniée, Lille n'a pas réussi à trouver la solution face au modeste club de Klaksvík des îles Féroé, 0 partout. Et on va terminer ces résultats de la semaine avec du rugby et la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en France. 8 essais à 1, bonus offensif en poche face à l'Italie, 60-7, vendredi soir à Lyon. Le 15 de France se qualifie pour les quarts de finale, dimanche 15 octobre, face à l'Afrique du Sud. En ce qui concerne les autres résultats, jeudi 5 octobre, la Nouvelle-Zélande a pulvérisé l'Uruguay et se qualifie pour les quarts de finale du mondial, 73-0. Samedi, le Pays de Galles boucle ses phases de poule sans faute, 43-19 contre la Géorgie. L'Angleterre a évité de justesse l'humiliation en battant les Samoa 18-17. L'Irlande donne la leçon aux Écossais pour terminer en tête de sa poule, 36-14. Et dimanche 8 octobre, l'Argentine a validé son billet pour les quarts en battant le Japon 27-39. Les Tonga ont sauvé l'honneur en battant la Roumanie 45-24. Et succès historique hier au Stadium de Toulouse pour le Portugal qui a battu sur le fil les Fidji 23-24. Les Fidji qui se qualifient de justesse pour les quarts de finale. Oui, à noter l'élimination de l'Australie, Pauline, dans cette première phase qui est quand même un événement en soi en termes de rugby. Mais on en parle tout à l'heure avec Sébastien Lapassé. Et là, on se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby avec Sébastien Lapassé, directeur technique de la Ligue Occitanie. Chronique spéciale Coupe du Monde de rugby. Et pour cette nouvelle chronique spéciale Coupe du Monde de rugby, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Lapassé, directeur technique de la Ligue Occitanie. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir débriefer cette Coupe du Monde de rugby et de nous parler des nouvelles pratiques du rugby. Avec grand plaisir. Après cette belle victoire de l'équipe de France et son parcours sans faute, quelle analyse peux-tu faire de cette équipe de France avant le choc en quart de finale face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre? Eh bien, on est plutôt satisfait. Cette équipe de France monte en puissance. On a vu qu'on a bien commencé la compétition par une victoire sur le match d'ouverture contre les All Blacks. Ensuite, on s'est un petit peu fait peur sur le match contre l'Uruguay où la copie n'a pas été parfaite. En revanche, on s'est bien rassuré sur les matchs de la Namibie
Zambie et de l'Italie, avec ce match contre l'Italie qui aurait pu être un match piège, mais qu'ils ont bien pris par le bon bout en marquant dès la 2e minute. Et ils se sont rendus le match facile, le match plutôt simple en mettant les bons ingrédients de combat, de vitesse. Il y avait beaucoup d'avancées. Non, ça s'est très bien passé. Et puis maintenant, on est suspendu au retour ou pas de Antoine Dupont au sein du 15 de France pour le quart de finale qui sera un tout autre match que celui de l'Italie en revanche. Ouais, c'est ça en fait. La vraie question, Sébastien, ça a été le point d'interrogation avec ce grave coup dur avec Antoine Dupont. Est-ce que pour toi, ça a vraiment déstabilisé ou pas l'équipe dans les têtes, ou est-ce qu'ils sont assez forts pour aller plus loin sans lui éventuellement ? Non, je pense qu'ils sont assez forts pour aller plus loin. Ça les a déstabilisés un petit peu certainement parce que c'est le capitaine, c'est la pierre angulaire de l'équipe de France. Il est très important au sein de l'équipe par son rôle de leader et aussi son rôle de joueur. C'est un petit peu le facteur X de l'équipe de France. C'est un joueur de classe mondiale. Donc c'est sûr qu'avec ou sans Antoine Dupont, l'équipe de France n'est pas la même. En revanche, on a pu voir que Maxime Lucu a été très bon, qu'il a fait le job, donc on a des joueurs de grand talent en équipe de France. Mais c'est sûr que si le capitaine pouvait revenir pour les phases finales, ce serait mieux et pour les têtes et aussi pour le jeu de l'équipe de France. En revanche, le sélectionneur l'a souvent dit, c'est un groupe à 42, c'est un groupe qui fait la Coupe du Monde, donc l'équipe de France ne s'arrête pas à l'absence d'un seul joueur. En revanche, ce serait mieux si on pouvait avoir tous nos titulaires aptes pour les phases finales et notamment ce match contre l'Afrique du Sud, champion du monde en titre, qui est un des prétendants à la Coupe du Monde, à sa succession. Donc forcément, on a envie d'avoir toutes les chances de notre côté. Ça risque d'être un match très disputé, mais je pense que l'équipe de France monte en puissance et qu'elle a les moyens de contrarier cette équipe sud-africaine et on peut passer. Maintenant, la vérité sera sur le terrain. Et au-delà du 15 de France, il y a d'autres surprises dans cette première partie de compétition, notamment l'élimination de l'Australie, une équipe d'Angleterre qui a souffert devant les Samoa, la rébellion de certaines nations qui montrent des signes de progression, notamment le match hier avec la victoire du Portugal face aux Fidji. C'était un très beau match, ce match du Portugal contre les Fidji, même si les Fidji n'ont pas produit le meilleur rugby auquel ils nous avaient habitués durant cette Coupe du Monde, mais les Portugais ont bien gagné cette victoire, ils ont été se chercher ce match, ils ont été extrêmement courageux, très disciplinés, ils ont fait preuve d'un grand enthousiasme, mais tout au long de la compétition, ils font un match nul contre la Géorgie où ils auraient pu gagner, ils n'ont jamais été ridicules, ils ont toujours produit du jeu contre toutes les nations qu'ils ont rencontrées, donc vraiment c'est une révélation cette équipe du Portugal, comme les Fidji qui quand même, au-delà d'une révélation, c'est un peu une confirmation puisque c'est quand même la 3e fois consécutive qu'ils vont en quart de finale, donc c'est pas une surprise que les Fidji soient à ce niveau-là. Beaucoup de joueurs de l'équipe des Fidji évoluent dans les plus grandes équipes européennes, donc c'est pas surprenant. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est de s'être fait un petit peu piéger contre le Portugal. On les imaginait beaucoup plus souverains sur cette compétition, sur ce match-là. Ça a été peut-être un petit rappel à l'ordre qui leur sera bénéfique parce qu'ils vont rencontrer les Anglais en quart de finale. Angleterre qu'on disait moribonde en début de compétition, mais finalement, ils finissent premier de poule. Et ils ont tout gagné. Les Anglais sont jamais vraiment morts, donc il faut se méfier des Anglais parce qu'ils peuvent très bien arriver en demi-finale et peut-être, si tout va bien, croiser la route du 15 de France si on passe notre épreuve des quarts de finale. Donc méfions-nous des Anglais. C'est une grande nation du rugby avec des joueurs talentueux. Même s'ils ont eu quelques difficultés lors du tournoi, ils se sont ressaisis et ils seront là, je pense, au rendez-vous des quarts de finale contre les Fidji, qui reste d'être un très beau match. Et la réaction par rapport à l'Australie aussi, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. De l'Australie éliminée au stade des poules. Oui, c'est surprenant, mais au vu des prestations qu'ils ont fournies un petit peu avant la Coupe du Monde, ça laissait présager quelques difficultés. Après, ils ont perdu un seul match en fait. Les Australiens qu'ils n'auraient pas dû perdre, c'est le match des Fidji. Ils le perdent pas non plus de manière honteuse, mais s'ils avaient gagné ce match-là, ils seraient en quart de finale. Après, ils ont eu une compétition difficile, une poule relevée.
Donc c'est vrai que c'est surprenant, mais le rugby australien est un peu dans la tourmente et a des difficultés aussi sur le Four Nations ou dans le Super 12. Donc voilà, à voir comment ils vont se restructurer et se reconstruire pour la Coupe du Monde en 2027 qui sera organisée dans leur pays. J'imagine qu'ils vont vouloir bien figurer, qu'ils vont devoir retravailler en profondeur, mais bon, les Australiens, c'est une grande nation du rugby mondial, donc je pense que ils auront les ressources de revenir au niveau qui était le leur en 2019 ou en 2015. Alors, justement, cette belle Coupe du Monde, c'est une vitrine pour le rugby. Son retour aux Jeux Olympiques sous une forme différente, puisque la compétition se jouera à 7 joueurs. Toi qui es en charge des nouvelles pratiques au sein de la Ligue Occitanie, quelles sont éclaire-nous un peu sur les différentes pratiques ou variantes du rugby, je ne sais pas comment on va les appeler, que vous développez au sein de la Ligue et au niveau, bien sûr, fédéral. Alors, il y a plusieurs formes de rugby. Il y a le rugby à 15 que l'on connaît. Et qu'on voit tous les week-ends sur le top 14 lors de la Coupe du Monde ou à des niveaux un peu plus inférieurs dans les matchs de fédéral ou de séries régionales, avec des petites différences de règles, notamment sur la mêlée, sur le plaquage, pour la sécurité des joueurs. Mais grosso modo, ça reste du rugby à 15 et les règles sont un petit peu les mêmes. En revanche, ensuite, on a différentes formes de rugby, notamment pour rentrer dans l'activité. Le rugby éducatif que l'on propose à l'école de rugby, qui se joue à effectif réduit, avec des règles aménagées. On a aussi, pour l'entrée dans l'activité, le toucher 2 secondes, qui est une forme de rugby liée à l'apprentissage du rugby par l'évitement et pour éviter le contact, et qu'on peut faire découvrir aussi dans le monde scolaire. C'est une révolution, puisque c'est assez nouveau dans le monde du rugby, de pas commencer l'activité par le contact et par la grappe. C'est des choses qu'on a travaillé pendant des dizaines d'années, et c'est assez récent cette évolution, et c'est très intéressant parce que ça permet à tout type des enfants du milieu scolaire ou à l'école de rugby de commencer le rugby en toute sécurité, sans avoir peur de se faire plaquer. C'est un rugby à toucher, mais qui permet de l'avancer et qui est vraiment utile pour rentrer dans l'activité. Ensuite, on a un autre type de rugby à l'école de rugby qui est le jeu au contact. C'est un jeu où on va rentrer progressivement sur du plaquage, mais où on va enlever toutes les phases de ruck qu'on peut voir sur le rugby à 15 qui sont assez compliquées à arbitrer, assez compliquées à gérer pour les joueurs qui débutent, et qui permettent donc de fluidifier le jeu et de permettre de toucher beaucoup plus de ballons et d'avoir beaucoup plus d'activité sur le terrain pour les jeunes enfants. On est moins dans le combat là, en fait. On est plus dans la tactique. Exactement. D'accord. On est dans l'évitement, on est dans un rugby de mouvement. Et ensuite, progressivement, on va apprendre aux joueurs à tomber, à plaquer, et on va rentrer sur du rugby un peu plus traditionnel, même si à l'école de rugby, ça se joue avec moins de joueurs, puisqu'ils sont plus jeunes et que les terrains sont plus petits, ils sont adaptés à leur âge. Et pour les adultes, ou les jeunes adultes, on a du rugby à 10. C'est un rugby avec les mêmes règles que le rugby à 15, mais qui se joue à 10 contre 10 pour des équipes qui n'auraient pas l'effectif suffisant pour jouer à 15, et qui permet de jouer au rugby comme si on jouait à 15, mais avec 10 contre 10 sur un grand terrain. Ça se joue sur des équipes de jeunes, de cadets, de juniors, également de seniors, et notamment chez les filles, où les effectifs sont un petit peu moindres que chez les garçons, et ça permet d'avoir, nous, sur l'Occitanie, un championnat de cadets à 10 et un championnat de seniors à 10, et qui permet à des joueuses qui découvrent le rugby de s'adonner à cette pratique où les mêlées ne sont pas disputées, ce qui permet d'avoir une plus grande sécurité, et ça se joue à 3 contre 3 au niveau des mêlées, ce n'est pas disputé, donc tout le monde peut jouer à ce sport-là. Il n'y a pas de spécificité, de poste particulier comme on a pour le 15, avec les postes de première ligne qui sont très spécifiques, et on doit travailler spécifiquement avec eux et leur faire passer des passeports quand ils sont chez les moins de 15 pour justement leur apprendre à se placer en mêlée en toute sécurité. Bon, mais écoute, et enfin, c'est important pour le développement. On a aussi le rugby à 5. C'est ça, oui. J'ai terminé le rugby à 5. C'est un rugby pour les adultes et pour les enfants à partir de 14 ans chez les garçons et de 15 ans chez les filles, qui permet de jouer avec de la mixité. En revanche, là, c'est très sympa parce que c'est du rugby à 5 à toucher. Ça se joue à 5 contre 5 sur un demi-terrain, et on peut jouer donc les parents avec les enfants, on peut jouer les maris avec leurs femmes, on peut jouer donc des équipes mixtes, des équipes de plus de 35 ans aussi. Donc ça permet de découvrir le rugby à tout âge,
sans contact et avec des règles un petit peu aménagées, mais les règles fondamentales sont les mêmes. Il faut avancer pour marquer. La marque, ça reste la même. Il y a des notions de hors-jeu. La passe en avant est interdite. Donc, on garde l'esprit du rugby et on a enlevé toute la notion de combat et de lutte pour le gain du ballon, ce qui fait qu'on peut rentrer dans cette activité à tout âge et s'amuser et avoir une activité physique, jouer dans un club, de la même manière que si l'on jouait à 15, faire partie de la grande famille du rugby avec une pratique adaptée à notre niveau et à nos envies, avec des contraintes beaucoup moindres que par rapport du rugby à 15 où il y a le championnat, il y a les déplacements, il y a le bus. Là, avec le rugby à 5, il y a 5 joueurs en face de nous, on peut jouer. C'est beaucoup plus libre et c'est beaucoup plus festif. Bah écoute, voilà. Ça me paraît sympa, tout ça, c'est important pour le développement de cette discipline. Je crois qu'en ce moment, on a la chance d'avoir le sport en vitrine et qui va donner envie à plein de jeunes de rentrer, de voir qu'il y a différentes possibilités d'accès au rugby. Je crois que c'est une bonne chose. Écoute, je vais te remercier déjà pour l'analyse que tu nous as faite de cette belle Coupe du Monde, de ton éclairage sur ces nouvelles pratiques. Avec du grand rugby. plaisir. On aura probablement l'occasion d'en reparler avec tous tes collègues qui sont venus depuis le début de cette Coupe du Monde. Et j'ai envie de dire, pour finir, bonne continuation et puis allez les Bleus. Merci beaucoup. Allez les Très Bleus. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités, Véronique Branover, présidente de la Ligue Occitanie de golf, et Debbie Kurilovic, je ne me suis pas trompé, bénévole au golf de Toulouse. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Véronique Branover, présidente de la Ligue Occitanie de golf, et Debbie Kurilovic, bénévole au Golf Club de Toulouse. Véronique, bonjour. Bonjour Laurent. Avant d'aborder le golf et de son développement en Occitanie, je te propose un petit retour sur le tournoi de golf considéré comme le plus prestigieux au monde, la Ryder Cup, qui s'est jouée la semaine dernière à Rome en Italie. C'est l'équipe européenne qui l'a emporté face aux États-Unis sur un score de 16,5 à 11,5. Tu vas m'expliquer dans quelques moments ce que ça veut dire. Juste quelques mots pour nos auditeurs sur cet événement. Ce trophée historique de golf a été créé en 1927 par Samuel Ryder. Vous êtes d'accord ? Oui. Voilà, d'où le nom de Ryder Cup. Voilà, donc c'est pour expliquer aux gens. C'est une compétition majeure du golf qui se déroule tous les 2 ans. Chaque édition se joue sur un parcours de golf différent. Les origines de ce trophée remontent à un affrontement entre une équipe britannique et une équipe américaine. La Ryder Cup alterne l'endroit où se déroule la compétition. Une compétition sur 2 se déroule sur un parcours américain, tandis que l'autre se déroule sur un parcours européen. Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire, cette compétition ? Ce que ça m'inspire, justement, c'est la quintessence du golf. C'est le plus bel événement. C'est votre Coupe du Monde de rugby, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Ça peut être comparé à ça, en tout cas, au moins au niveau du nombre de spectateurs présents. Et puis aussi derrière son écran télévisé, parce qu'il y a énormément de monde qui suit. C'est le moment où on voit le meilleur golf qu'il puisse avoir sur cette terre, en fait. C'est ça. Concrètement, un petit peu, ça se passe comment cette compétition ? Parce que moi, je ne suis pas du tout un golfeur. Par contre, sachant que j'allais faire cette émission, j'ai fait mon job, j'ai regardé à la télévision, j'ai vu les trucs. Il y a des choses que je n'ai pas tout compris. D'abord, les points, je n'ai pas trop compris comment ça marchait. Mais je me suis passionné parce que j'ai vu un public, j'ai vu des joueurs qui tapaient des balles avec des résultats et à des endroits impossibles à jouer. Et ça m'a intrigué. Je suis rentré dedans, en fait, grâce à la télé qui a bien bossé là-dessus. Mais j'aimerais un peu plus comprendre aujourd'hui comment ça marche. Alors, j'ai 2 golfeuses là. Expliquez-moi comment ça marche cette Coupe Ryder Cup. Alors d'abord, de quelle manière sont composées les équipes ? Voilà, déjà. Donc chaque équipe, l'équipe américaine et l'équipe européenne est composée des meilleurs joueurs du monde et qui ont recueilli le plus grand nombre de points pendant l'année précédant la Ryder, jusqu'au dernier moment même. C'est un classement mondial, un peu comme au tennis, c'est le on va classement dire. mondial, Ouais. voilà. Ensuite, il y a le choix du capitaine, parce qu'il peut y avoir effectivement des joueurs qui n'ont pas les points, mais qui ont du talent, je sais pas, quelque chose de plus que les autres. Et c'est le capitain's pick, donc c'est le capitaine qui prend, voilà, et qui choisit. Donc c'est un grand honneur, je pense, pour tous ces joueurs de pouvoir intégrer ces équipes. Et ensuite, c'est simple, c'est un match. Ce sont des matchs, alors par équipe. Chaque équipe qui gagne un trou gagne un point, ou l'équipe partage le point. Donc elle prend 0,5. Et voilà. Et donc tous les scores de la journée sont accumulés
Voilà, on repart pas à zéro le lendemain. Ce qui fait que cette année, dès le vendredi, début César, on avait attaqué fort. Voilà, l'Europe avait je pense, 5 points d'avance sur les États-Unis, ce qui fait que le lendemain, mais ils sont partis avec un vrai avantage, faut pas se mentir. Et pour les Américains, ça a été un peu la course. Mais c'était difficile de remonter tout ça. L'Europe s'est formidablement défendue avec des duos et des équipes incroyables, mais vraiment. Un niveau de jeu insensé, je dirais, parce qu'effectivement, quand on pose sa balle ou quand on tape sa balle dans le rough ou dans un endroit très compliqué, faut savoir faire le bon coup de recovery pour alors recovery, c'est... Là, on voit toute la technicienne. Elle a vu que je faisais des grands yeux, donc recovery, voilà. c'est comment je me sors. Alors c'est comment je me sors de cet embarras, je vais dire, voilà, et quel coup je vais faire pour retrouver le fairway, donc la partie qui est tendue. Et comment je vais quand même gagner le point jusque la balle dans le trou. Voilà. Donc le dimanche matin, l'équipe européenne avait toujours beaucoup d'avance. L'après-midi, les matchs simples ont été plus compliqués, c'est vrai. Nous, devant nos écrans de télé, on était un petit peu perturbés. Mais bon, voilà, c'était il y avait une ambiance extraordinaire. On a senti un public autour d'eux. C'est difficile de... Ouais. Alors d'abord parce que sur le terrain, franchement, les gens qui viennent ne sont forcément que des passionnés. Bon, j'ai eu la chance d'y assister en 2018 à Paris. Oh, franchement, c'est juste insensé. On n'imagine pas qu'on va vivre quelque chose comme ça. La foule... les déguisements, je ne sais pas comment vous dire, c'est incroyable. Je crois que les gens ils s'attendent pas ça du sport du golf. Oui, c'est ils ça. s'attendent peut-être ça dans des autres disciplines, mais pas dans le golf. Oui. En fait, ça, tu as raison. L'impression qu'on peut avoir, le golf, c'est calme, ça fait pas de bruit, on entend la balle en l'air, on sait pas où elle va. C'est un peu l'image, malheureusement, qui est donnée. Grâce à des images de télévision, on comprend mieux. Mais c'est sûr que ce que tu dis au niveau du public, je crois que moi j'ai vu que ça dans des Ryder Cup. J'ai rarement vu ça dans peut-être des très très grands rendez-vous, mais la Ryder Cup, c'est quelque chose de particulier, j'ai l'impression. Il y a peut-être les championnats du monde quand même de golf qui occasionnent ce genre de délire. Mais c'est vrai que dans le golf, on n'est pas toujours très sérieux. Et la Ryder Cup le démontre. C'est en fait que c'est le moment de folie, en fait, où les gens sont passionnés, crient. C'est la folie. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, ça court dans tous les sens, c'est déguisé, on voit des trucs incroyables, les Américains habillés en drapeau américain, les Européens habillés avec les drapeaux européens, les kilts, tout le monde y va de son déguisement et surtout de sa ferveur. Voilà. Et ça, c'est un moment merveilleux. Ouais, vraiment. Et justement, vous avez parlé de la façon dont se formaient les équipes. Comment expliquer l'absence de Français dans cette équipe européenne ? Ah, écoutez, alors, je pense que tous les Français ont regretté que Victor Pérez, qui était donc notre star à nous, ne soit pas dans cette équipe. Maintenant, il y a des règles, il y a un cadre. Les joueurs sont sélectionnés au mérite et malheureusement, cette fois-ci, ça l'a pas fait pour Victor, mais on espère vraiment qu'on le verra en Ryder la prochaine fois. Déby, tu disais tout à l'heure qu'il y avait d'autres compétitions, des filles, juniors. Explique-nous un peu ça aussi en parallèle, parce que là, il y a eu plein de compétitions, mais nous, donne-nous un peu d'explications sur tout ça. Ce n'est pas que la Ryder Cup qu'on a gagné. On a gagné aussi la Junior Ryder Cup, que ça s'est joué aussi à Rome. Mais il y a aussi la compétition version femme, qu'elle s'appelle Solheim. Et c'est nous aussi, les Européens, qui l'ont gagnée. Et la Junior Solheim aussi. Donc en fait, on a fait 4 sur 4. Voilà. Donc là, vous avez énervé les Américains. Je crois que oui. Oui, je crois que oui. Tant mieux. Voilà. Donc, alors, vas-y, tu as quelque chose à ajouter, non ? Non, je crois que l'équipe européenne s'est bien préparée. Ils savaient avec qui ils avaient en face. Ils se sont bien préparés. Donc, tu veux dire qu'avant ça, ils ont travaillé sur le terrain, ils ont été prendre des repérages. Sûrement. Oui. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'une partie des joueurs de cette année étaient ensemble déjà dans les 2 dernières au moins, donc je pense qu'ils sont amis dans la vie aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de respect, beaucoup de travail ensemble, beaucoup d'amitié, et je pense que c'est nécessaire là,
de se serrer les coudes parce qu'il y a des moments où la compétition, on le sait, n'importe quelle compétition, c'est difficile. Et là, vraiment, je pense qu'ils étaient particulièrement bien préparés. Ouais. Tu es en train de me dire que c'est un esprit d'équipe, quoi. C'est une espèce d'osmose. Oui, pour un sport individuel, c'est bien de parler d'esprit d'équipe, en fait, puisque au départ, le golf, c'est un sport individuel, mais que finalement, on voit bien qu'en équipe, ça fonctionne bien aussi, voire même... encore mieux, parce que c'est de là qu'on tire vraiment cette folie, ou du moins qui peut donner envie aussi aux néophytes de venir nous découvrir. Ouais, c'est un petit peu l'esprit qu'on a découvert dans le tennis il y a quelques temps avec la Coupe Davis. Ça ressemble un peu à cette ambiance extraordinaire qu'on voit avec le public qui réagit pour suivre son équipe, en fait. C'est ça. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, on va redescendre un petit peu sur chez nous, sur l'Occitanie et sur le golf en lui-même, avec des petites questions. Donc, 441 961 000 licenciés, le chiffre, avec 27% simplement de féminines. En France. En France. Je parle de la Fédération française. Donc, le golf qui est dans le top 10 des fédérations de nombre de licenciés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut ajouter aussi à ça les pratiquants loisirs. Donc, ça fait un peu plus de monde encore. Pourtant, le golf semble réservé à une certaine population qui dispose de moyens. Comment tu réagis à ce type de remarques ou d'analyse, Véronique ? Je dirais que, comme d'habitude, quoi. On a toujours ce genre de remarques, mais moi, alors, si je suis présidente de ligue, c'est aussi pour faire briller. Alors, c'est aussi pour justement essayer de faire tomber un petit peu les barrières. Déjà, moi, je suis une femme, déjà. Présidente de ligue, c'est pas commun. Tu fais partie des 27% qui jouent alors. Exactement. Surtout, je fais partie aussi de celles qui prennent des engagements pour défendre leur sport. C'est important. Ensuite, on a pris cette comparaison parce que ça nous parlait bien. C'est un peu comme les hôtels, en fait. On a le choix. On peut aller dans un hôtel 1 étoile ou dans un palace, mais on le fait toujours en fonction de ses moyens. Mais le golf, c'est la même chose. On peut démarrer le golf dans un golf 9 trous ou un golf municipal. Ou voilà. Notre licence, elle est à 56 € l'année. Le matériel, au début, on peut s'en faire prêter. On peut en acheter d'occasion. On peut avoir des demi-séries. Il y en a pour tous les tarifs. Et les abonnements, ensuite, pour jouer, c'est pareil. Il y a pour tous les tarifs. Et le golf de Garonne, par exemple, qui est le golf de la Ligue, puisqu'on a cette joie d'avoir notre propre structure. Mais chez nous, on joue pour 40 € par mois, quoi. Voilà, c'est pas fou. Donc ça casse c'est pour casser l'image. Oui, bien sûr. Oui, mais vous savez. On est toujours obligé de jouer avec les pantalons à carreaux ? Alors, si vous voulez. Mais je pense que les équipementiers ont fait des progrès. Il y a des trucs un petit peu moins kitsch. C'est le cliché du golfeur. Avec le béret, avec la casquette. Exactement. Donc, non, je taquine. Alors aujourd'hui, tout est possible. Alors, vous pouvez jouer en jean avec un t-shirt. Bon, moi, perso, c'est pas ce que je préfère. Parce que c'est un petit peu comme quand on fait n'importe quel autre sport. Il y a des tenues qui sont adéquates, qui sont confortables aussi. Et c'est bien d'en avoir, quoi. Enfin, sans dépenser des sommes folles. Tout simplement. Et comment est organisé le golf dans la région et quels sont les projets de développement pour rendre le golf plus accessible ? Alors, comment est organisé le golf dans la région ? Alors, nous, on compte 70 clubs en Occitanie. Ça représente environ 36-37 000 licenciés, ce qui est pas mal. On est à ce moment-là en avance de 2,5% par rapport à l'année dernière en nombre de licenciés à date. Alors, qu'est-ce qui est fait pour développer davantage ? Alors, les clubs sont très actifs dans leur propre club. Il y a des journées portes ouvertes. Il y a des initiations gratuites. Il y a du golf scolaire aussi. On a développé en Occitanie le paragolf qui est en train vraiment de se développer et on a des enseignants qui se forment pour accompagner au mieux notamment les personnes à mobilité réduite ou d'autres pathologies. Voilà. Nous, la Ligue, on essaie de faire rayonner au maximum le golf. On essaie d'accompagner au mieux nos clubs. On ne peut pas tout, bien sûr. Et puis les clubs sont très dynamiques. Les clubs connaissent leur environnement parce que la plupart du temps, les gens qui vont jouer au golf habitent dans un rayon de maximum 20 km autour. Rares sont ceux qui vont faire 50 km pour aller jouer. C'est possible. Mais pour jouer le week-end, c'est pas ça.
on joue le plus souvent à proximité de chez soi pour éviter justement tous ces trajets en voiture, quoi. Est-ce qu'il y a un grand projet de prévu là, sur le 2023-2024 sur la région? Alors non, pour le moment, il y en a, mais je ne sais pas où ils en sont. C'est très compliqué en ce moment de créer de nouveaux parcours parce que ça ne vous aura pas échappé. Le temps change. On a un gros travail au niveau fédéral sur la transition écologique, sur la gestion de l'eau, sur la gestion des produits phytosanitaires qui seront interdits à partir du 1er janvier 2025 dans tous les clubs. Ça voudra dire que lorsqu'on va rencontrer sur nos greens, par exemple, des champignons, parce que ça arrive aussi, on ne saura pas comment les traiter. Donc ça va modifier considérablement la perception de nos joueurs et de nos licenciés. Alors déjà en été, on a tous compris qu'on jouait sur du foin, mais ça, franchement, c'est pas grave, pourvu qu'on joue. Voilà, pourvu qu'on joue. Pourvu aussi qu'on préserve la filière, pardon de donner aussi un aspect économique, mais elle est créatrice d'emplois, elle est créatrice de richesses, et voilà. Donc on se bat aussi pour conserver cet aspect-là. Et des santé. Et puis la santé. Alors, parce que Déby vient de prendre la parole, je vais enchaîner avec Déby. Tu es impliqué dans le fonctionnement du golf de Toulouse en tant que bénévole. Tu as des enfants qui pratiquent le golf et tu pratiques toi-même le golf. Oui. Quels sont les conseils que tu pourrais donner justement aux personnes qui souhaitent pratiquer ou qui hésitent, comment tu pourrais leur dire de s'y mettre en fait? Quels conseils? Qu'ils n'aient pas peur, qu'ils aillent vers le club, parce qu'il y a toujours, comme Véronique vient de le dire, des initiations. Et les initiations sont gratuites en plus. Donc on peut aller, essayer, et si on aime, on reste. J'ai l'exemple de mes enfants. Un jour, ils sont allés à un anniversaire, à un golf. D'ailleurs, le golf de Garonne, celle de Véronique. Ils sont accrochés. Le lendemain, ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut revenir? Parfait, très bien, je le ramène. Et depuis, ça fait 2 ans qu'ils vont tous les jours. Donc, et ça a été radical. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Ils ont découvert un environnement naturel, que ça leur convenait parfaitement, social aussi, parce que dès qu'ils arrivent, il y a des autres petits. Je parle de leur cas, des cas petits. Il y a des autres petits. Les petits, toujours, ils vont vers les autres petits. Donc, c'est un écosystème. Et à quel âge on peut commencer justement le golf? À 5 ans. À 5 ans, on peut commencer. Ouais. Donc, il y a des petits clubs qui sont faits pour eux. Oui, il y a des petits clubs qui sont faits pour eux. Tout est... Les enseignants sont formés à ça. Il n'y a pas d'âge limite au-dessus, en fait. Ah non. Non. Et ça, c'est un grand avantage, je crois, du golf. On peut jouer en famille. Oui. On peut jouer. Le petit garçon aux filles de 5 ans avec son grand-père qui a 80. C'est fabuleux. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et d'ailleurs, on voit ça dans tous les clubs. Oui, dans tous les clubs, on voit ça. Effectivement, oui. C'est intergénérationnel, effectivement. Donc là, l'idée, c'est un appel qu'on peut lancer. Donc, les gens qui aiment la nature, qui ont envie de marcher en famille, de s'amuser à taper des balles pour mettre dans des petits trous. Voilà. Eh ben, rejoignez le golf. Donc, pour les renseignements, Véronique, c'est bien ligugolfoccitanie.fr. C'est ça, tout à fait. Voilà. Vous avez tout. Voilà, donc je pense qu'il y a plein d'informations sur ce site-là. Donc, pas de souci, avec plaisir. Mais merci beaucoup, Véronique, pour vos analyses sur cette épreuve mythique de la Ryder Cup et votre présentation du golf dans la région Occitanie. Déby, merci aussi pour votre témoignage et les actions que vous menez pour aider au développement de la discipline sur Toulouse. Bonne continuation pour le développement du golf et vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans l'émission pour nous parler de golf. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. Avec à grand bientôt. plaisir. Merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Hubert Tissot, Chloé Schoenberger pour parler ultrabike. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail, contact@cdos31.org
ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Hubert Tissot, fondateur de l'Ultrabike France, qui a lui-même réalisé plusieurs épreuves d'ultra-distance, accompagné par Chloé Schonenberger, qui est sprinteuse de l'équipe professionnelle du stade Rochelet Charente-Maritime, et elle-même ancienne athlète de l'Occitane Cyclisme Formation Eurinvest. Elle a réalisé le 16 septembre dernier les 200 km de l'Ultrabike France dans le l'Aude. Voilà. Merci d'avoir accepté tous les deux notre invitation pour parler de l'Ultrabike. Pour commencer, ma première question, elle va être simple, c'est qu'est-ce que l'Ultrabike ? Je connais l'Ultra Trial, avec ses courses interminables dans des paysages somptueux, mais pas l'Ultrabike. Alors, Hubert, tu peux nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce que l'Ultrabike ? Ce sont des épreuves de longue distance en vélo. Historiquement, il y a des grandes épreuves qui ne sont pas très connues du grand public, mais qui existent déjà depuis quelques années, comme la Race Cross America, qui est une épreuve qui traverse les États-Unis d'ouest en est, 4800 km en moins de 12 jours. Vous avez la même chose en France qui existe maintenant depuis 5 ans, qui est la Race Cross France. Donc là, vous avez 2500 km. Et puis, depuis 4 ans aussi, il existe d'autres formats un peu moins longs, des 1000 km, et qui existent et qui marchent bien. Voilà. Donc, nous, on a eu la volonté de démocratiser cette discipline. On est vraiment des passionnés. Et pour ce faire, on a créé Ultrabike France avec des 500 km, ce qui est un format qui est, on va dire, un peu plus adapté au grand public. Et est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de cette nouvelle discipline qui existait à l'étranger et maintenant en France ? Alors, c'est simple. Vous avez soit une trace imposée, soit une trace avec des checkpoints. Vous allez d'un point A à un point B. Donc parfois, ce sont des boucles, parfois, c'est des courses en ligne. Et il y a une contrainte de temps. Voilà, c'est ce qui nous différencie de ce qui a toujours existé, le cyclotourisme. Ça reste une course alors quand même ? C'est une course où en fait on doit être en autonomie, donc gérer à la fois son physique, le mental, le matériel, se nourrir, dormir, etc. Voilà, il y a tous ces paramètres à gérer. Et comment vous est venue cette idée de structurer des épreuves cyclistes longue distance et pourquoi ne pas se rattacher à une fédération ? La Fédé n'existe pas encore, donc vraisemblablement ça devrait arriver puisqu'en fait nous on a pratiquement 10 ans de retard par rapport au trail. Quand il y a quelques années on parlait de l'UTMB, la Diagonale du Fou, etc., le grand public ne connaissait pas. Aujourd'hui, tout le monde connaît. On précise que c'est de la course à pied, le trail. Course à pied plutôt en nature. Voilà. Et l'Ultrabike cyclisme connaît cet engouement actuellement. Donc, on n'en est qu'au début, mais je pense que ça va gagner. En fait, depuis le Covid, il y a pas mal de personnes qui s'y intéressent. Et ce qui est très intéressant dans cette nouvelle discipline, c'est que c'est un paradigme complètement différent. Ça reste du vélo, mais c'est carrément autre chose. Ce n'est pas que du vélo. Et tu proposes des parcours de combien ? Quelles sont les différentes distances que vous proposez à l'Ultrabike France ? Notre distance phare, c'est le 500 km, mais pour justement être cohérent avec notre façon d'amener les choses, on propose un 200, un 300 et un 105 km pour justement avoir laissé la possibilité aux personnes de s'essayer sur un 200 pour après effectivement faire un 300 et après basculer dans un 500. Alors, sur le plan des épreuves, peux-tu nous en dire un peu plus sur vos sorties, les dernières sorties qui ont été faites ? Parce que c'est récent, en fait, cette organisation. Comment ça s'est passé ? Je crois que le week-end dernier, il y avait quelque chose d'organisé. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, donc nous, on a créé cette association. On a fait l'an dernier 3 épreuves. Cette année, on en fait 6. Et cette année, on a fait la 5e des épreuves qui a eu lieu dans le 66, au départ de Toulouse, donc à côté de Perpignan. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu un 200, un 300, un 500 km. Le compagnon de Chloé a fait le 300 km, voilà, en préparation justement à une autre épreuve d'ultracyclisme. Puisqu'en fait, nous, l'idée de nos épreuves, c'est d'amener effectivement des personnes qui sont cyclistes mais qui ont envie de s'y essayer, mais aussi de permettre aux ultracyclistes qui ont visé une grande épreuve de venir se préparer chez nous. Donc il y a un mélange de genres, mais qui est assez intéressant, puisque justement, il y a
Il y a des personnes qui commencent à être connues dans le milieu et qui côtoient justement des débutants. Alors, comment c'est organisé concrètement une épreuve ? J'arrive, qu'est-ce qui est pris en charge au niveau de la sécurité ? Bien évidemment, c'est souvent les questions qui doivent être posées. Comment tout ça fonctionne ? Alors, on prend le temps de préparer les personnes. Donc, nous, on fait des briefings en visio, donc 2-3 semaines avant. Il y a beaucoup d'indications qui sont données sur notre site internet pour se préparer, puisque vous venez pas comme ça. Il n'y a pas que la préparation physique. Il faut aussi avoir le bon matériel. Il faut aussi avoir compris qu'il y a une trace à télécharger. Il y a un certain équipement par rapport à des compteurs, etc. Donc, quand vous venez le jour de l'épreuve, il y a un départ commun sur les 3 parcours et après, chaque personne se gère seule, en autonomie, pour arriver effectivement avant la barrière horaire. Et donc, en fait, on se lance là-dedans. Il faut une préparation particulière. Faites passer des tests. On peut se lancer comme ça sur un 200 km. Il n'y a pas de danger quand même de... Alors oui, au niveau sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque participant a un tracker sur lui. Ce tracker est relié à un système de live tracking. Donc nous, organisateurs, ainsi que les familles, ainsi que les coureurs entre eux, savent qui est où et à quel moment. Et donc, vous avez, vous, une organisation secourisme autour de ces épreuves-là ? Comment c'est organisé ? Alors nous, bien sûr, on est en lien avec les SDIS, donc de chaque département. Donc on a tout un protocole au cas où il arrive quoi que ce soit, comme chaque événement sportif. Alors, moi, j'ai envie de dire, comment on en arrive à une idée comme ça ? Parce que tu as un passé, j'imagine, dans le vélo. Il y a cette passion du vélo. Tu as peut-être sûrement fait des choses avant. Comment on dit un jour, voilà, je veux lancer une opération comme ça ? C'est quand même un pari dans le temps. Complètement. En fait, après avoir fait beaucoup de compétitions, j'étais vraiment amoureux de cette façon de pratiquer et j'avais envie d'autre chose. J'avais fini un cycle. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était de le vivre, mais d'une manière différente. Donc, j'ai fait une traversée des Pyrénées, j'ai fait une traversée des Alpes, etc. Et puis, la notion de compétition me manquait. Donc, le fait, effectivement, de rejoindre ce type d'épreuve, j'ai trouvé ça super intéressant. Si bien qu'aujourd'hui, c'est presque une nouvelle discipline. Voilà, je fais du vélo, mais d'une manière complètement différente. Et comme je disais, ce n'est pas que du vélo, c'est un challenge. Chaque épreuve, pour nous, c'est un challenge. Voilà, est-ce que je vais y arriver ou pas ? Je vais tout faire pour y arriver. Et puis, c'est une aventure. Une aventure, ne serait-ce sur un 200 que sur un 500 ou un 1000 ou un 2000. C'est toujours une aventure. Et participer sur des épreuves, je prends l'exemple, parce que pour l'avoir suivi à la grande époque, sur des épreuves du Tour de France, qui sont les fameuses étapes du Tour, organisées par les amateurs dans le cadre du Tour de France. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as vécues ou que tu as envie de faire ? Comment ? Parce qu'il y a au-delà de 150 km à chaque fois, parce que c'est une étape du Tour de France pour la plupart. Oui, tout à fait. Ça reste du cyclisme. Pour nous, en fait, oui. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est du cyclisme entre guillemets classique. Nous, ce qu'on propose, c'est carrément autre chose. D'accord. C'est-à-dire le cyclisme type étape du Tour, où ici, localement, vous avez l'Ariégeoise, vous avez plein de cyclosportifs qui sont de très belles épreuves, mais ça reste du cyclisme entre guillemets classique. Nous, ce qu'on propose, ce n'est pas que du cyclisme. Voilà, vous avez vraiment à gérer, une partie de rouler de nuit, vous êtes seul. Ça peut faire peur, mais en revanche, quand vous mettez tous les moyens, vous vivez une sacrée aventure. C'est pour ça que je voulais te faire réagir par rapport à ça, pour qu'on fasse une vraie comparaison, qu'on puisse comprendre la différence entre effectivement les grandes classiques, comme tu dis, et puis cette épreuve un peu surnaturelle. La comparaison est bonne avec le trial, puisqu'on voit bien que ces gens qui partent sur sur dans des endroits, dans les montagnes, c'est incroyable de les voir faire ça, de les voir arriver après je ne sais plus combien de kilomètres, c'est impressionnant. Donc en fait, on est un peu dans cette gamme ultra, on va dire, ultra bike, donc ultra vélo si on veut, de ce que tu proposes. Complètement. Mais je pense qu'on peut même poser la question à Chloé. J'allais y venir, Chloé, je ne l'ai pas oublié, Chloé. Moi, la question qui m'interpelle avec Chloé, qui est une sprinteuse, c'est Chloé, comment on passe du sprint, parce que tu es toujours dans le sprint, j'imagine encore aujourd'hui, à de l'ultra bike, qui est en fait une course d'endurance. Il y a un petit décalage. C'est ce que disait Hubert, qu'il n'a peut-être pas formulé et qui n'est peut-être pas clair pour le grand public, mais dans les courses que moi je fais avec l'équipe, c'est des courses avec des raftings autorisés, c'est-à-dire qu'on est dans les roues et il y a un aspect de course contre les autres, comme dans les autres sports. C'est ce qui définit d'ailleurs un sport, cet aspect de compétition. Et c'est vrai que dans l'ultra, c'est d'abord une course contre soi, parce qu'il n'y a pas de course avec les autres, on n'a pas le droit de s'abriter derrière les autres.
Donc les cyclistes qui ont l'habitude de faire des courses en ligne ou des courses sur circuit, c'est pas la même discipline. Et là, c'est vraiment une course où on va se challenger et être tout seul, parfois, par moment, rencontrer des gens, échanger, des gens avec qui on n'aurait jamais échangé dans la vie de tous les jours. Donc c'est complètement différent, c'est presque comme un autre sport en fin de compte. Comment on passe de la sprinteuse qui est d'un seul coup, c'est d'une énergie, une explosion à un truc d'endurance. Il y a entre les deux, la passion n'est pas la même. Après, je suis quand même cycliste professionnel, donc on fait énormément d'heures d'entraînement par semaine. On est entre 17 et 22 heures, on va dire, par semaine pour moi. Donc on s'entraîne quand même sur des gros volumes horaires. Après, c'est sûr qu'il faut avoir une préparation adaptée pour juste se faire plaisir, pouvoir terminer et pas subir la course. C'est surtout ça. Non, parce qu'en même temps, il y a une partie intellectuelle dans ce travail, parce qu'il faut aussi réfléchir, penser, il y a le mental, ce qui n'est pas forcément la même approche quand on fait un sprint. On sait que le sprint, c'est sur une durée très courte, c'est une énergie explosive, alors que là, vous allez travailler un petit peu. Enfin, je me trompe peut-être, donc c'est sous ton regard, n'hésite pas à me corriger, mais c'est l'impression que ça donne en tout cas. C'est pour arriver jusqu'au sprint, il faut encore être là et être bien placé dans les derniers kilomètres, donc ça veut dire qu'il faut avoir fait toute la course, parfois des centaines et des centaines de kilomètres avant. Et puis après, un sprint, c'est parfois en très gros comité, donc il n'y a pas forcément de difficultés à suivre, etc. Donc c'est plus sur le moment présent, mais parfois il y a de la sélection avant et c'est pas forcément des sprints massifs. Je suis pas forcément une sprinteuse massive, donc je vais pas aller faire un sprint quand on est encore 100 dans le peloton. Après, j'ai une capacité à faire quand on est un petit groupe réduit et que ça a été dur avant, mais chez les pros c'est pas forcément la même chose. Donc, tu es en train de me dire qu'effectivement, donc, Hubert t'offre une possibilité de te préparer justement avec ce type de compétition à avoir cette endurance nécessaire pour pouvoir sortir cette énergie au dernier moment. Il y a ce côté de préparation, effectivement, où j'ai eu fait le 200 en préparation. Je préparais les championnats du monde de gravel, donc c'est une course qui dure plus de 5h30 pour moi, donc c'est sûr que c'était une bonne préparation, mais c'est aussi un côté de s'évader. La course était dans l'Aude, donc je réside à Revel, donc c'est vraiment pas loin et on roule beaucoup autour, et pourtant j'ai quand même découvert des endroits que je connaissais pas ou des routes qu'on prend pas forcément au quotidien à l'entraînement. Donc il y a ce côté vraiment de découvrir, s'évader, de voyager qui n'existe pas dans la discipline classique du cyclisme, bien qu'on peut toujours regarder le paysage. Ce que je trouve intéressant dans le cas de Chloé, c'est qu'on retrouve actuellement dans les inscrits beaucoup de personnes assez jeunes qui n'ont pas forcément fini un cycle dans leur pratique et qui s'essayent justement à l'ultracyclisme et qui s'essayent, je pense, pour trouver justement quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je trouve super intéressant le témoignage de Chloé. Elle ne le dira pas, mais elle casse les codes. Alors, une petite question, tu parlais championnat du monde de gravel, ça a donné quoi? Un parcours très 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 dur, et pour le coup c'est un bon exemple. Je suis pas assez entraînée pour ce genre de distance. 140 km en gravel, c'est très long, c'est ce qu'on fait sur la route, mais on roule beaucoup plus vite, au moins 10 km/h au-dessus, donc on passe beaucoup moins de temps. Et là j'ai eu du mal même à terminer, donc mon objectif c'était vraiment de réussir à terminer. J'étais plus forcément dans l'optique de faire la course, et j'étais vraiment en gestion pour le coup, vraiment sur la gestion de ma course. Je finis, je crois, 69e, mais c'est anecdotique, pas forcément la place. Déjà 69e, il faut y être quand même. C'est super intéressant ce que vous dites. Petit conseil aujourd'hui pour terminer cette interview que tu pourrais donner, ou que vous pourriez donner tous les deux, aux gens qui veulent se lancer dans cette aventure de l'ultra-bike. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors les deux, vous avez chacun une approche un peu différente. Toi, en tant que coureuse, jeune femme, qu'est-ce que tu pourrais dire un peu à toutes ces jeunes femmes qui se lanceraient là-dedans? Et puis toi, qu'est-ce que tu peux donner justement à l'ensemble du public un peu qui sont entre les deux, on va dire, aujourd'hui? En fait, c'est vraiment au moment où ça devient difficile que ça commence. C'est là que, en fait, c'est ce qu'on vient chercher, c'est qu'on vient essayer de sortir de sa zone de confort. Donc il ne faut pas avoir peur que ce soit difficile, parce que ça le sera. Il faut s'accrocher, se préparer physiquement pour pouvoir prendre du plaisir et pas subir la course. Bien sûr qu'il y aura des moments très difficiles, il y aura des moments où ce sera vraiment exceptionnel de vivre ça. Mais je pense qu'il faut s'écouter, prendre le temps de gérer sa course. Faire un plan, c'est bien sur le papier,
Mais parfois, on a besoin de dormir maintenant et bon, il faut trouver une solution, ou manger, ou les bars, les gels, ça passe plus, ou on n'a plus d'eau, ou il faut trouver une solution. Donc c'est vraiment s'écouter et je pense apprendre à faire en fonction de soi et pas faire la course en fonction des autres. On sent la passion là quand même. Hein. Et tout est dit. Tout est dit. Hein. Voilà, je sais pas ce que tu peux rajouter pour conclure, mais pas grand-chose. Juste, je pense que il faut essayer. Il faut essayer. Et puis, je pense que c'est, comme tu l'as très bien dit, très justement, Chloé, c'est vraiment une introspection. On est seul avec soi-même et on vit une aventure incroyable. On passe par tous les états. Et c'est un truc de dingue. Alors, prochaine aventure, c'est quand? Alors justement, dans les programmes à venir. Je vous donne rendez-vous le 28 octobre, ça tombe très bien, au départ de Labège. Et on va faire donc 500 km, bon, 200, 300 ou 500 km. En partant d'ici, donc on ira faire le col de Balès, le Portillon, le Manté et le col de l'Arieux. On reviendra par Revel et voilà, on aura fini les 500 km. Et à l'arrivée, vous venez nous raconter comment ça s'est passé? J'aimerais bien, avec plaisir. Ça sera la semaine prochaine. Non, c'est à la fin du mois. Alors, on peut retrouver l'Ultrabike sur le site internet. Donc, ultrabikefrance.fr. Voilà, tout simplement. Donc voilà, écoutez, merci en tout cas pour ces échanges et cette présentation, une belle découverte pour les amoureux de la petite reine qui aiment les grands espaces. Bonne continuation pour le développement de l'Ultrabike. Vous êtes les bienvenus pour venir en parler quand vous voulez. Bravo à tous les deux, c'est une belle expérience et on vous attend quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Véronique Branover, Debbie Kurilovic, Hubert Tissot et Chloé Schellenberger. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est le quiz? Un jeu? Question-réponse. C'est ça. En fait, le golf, vous allez avoir des questions sur l'ultrabike et l'ultrabike, à l'inverse, vous allez avoir des questions sur le golf. Vous avez 3 questions. Vous avez 3 questions chacun avec plusieurs réponses. À vous de me donner la bonne réponse. On va commencer par le quiz golf pour l'ultrabike. Combien y a-t-il de clubs dans un sac de golf au maximum? 7, 9, 14 ou 16? 14. C'est une bonne réponse. Bravo. On n'en a pas parlé. C'est ça. Donc c'est bien. Donc il y en a qui ont joué au golf. Une licence TAPS. Est-ce que tu as fait du vélo? Voilà. On est mal. Attention. Allez, on va passer pour une question ultrabike pour mesdames les golfeuses. Qu'est-ce que l'ultrabike? Des épreuves de longue distance en course à pied, des épreuves de longue distance à vélo, des épreuves de longue distance en moto ou des randonnées en haute montagne? Réponse 2. Bonne réponse. Allez, on va repasser au golf. Qu'y a-t-il comme club en tout dans un sac de golf? Driver hybride fer, driver bois hybride fer wedge putter, driver bois fer putter ou bois fer wedge putter. Dans tous les cas, il y en a beaucoup. La deuxième. C'est une bonne réponse. Driver bois hybride fer wedge et putter. On va faire une autre question ultrabike. Combien y a-t-il de choix de distance? 2, 3, 4 ou 5? 4. Non, 3. 200, 300, 500. 3 ou 4? 3. Bonne réponse. C'est ça. Moi, j'ai bien sympa, écouté. la présidente a rattrapé le coup, mais c'était parti. Attention, hein. Bon, on valide, mais bon. T'es sympa. Bien. Bon, ils sont fair play en face, c'est bon. Allez, dernière question. Golf, comment s'appelle la zone verte claire? Le green, le fairway, le départ ou la zone tendue à ras? Fairway? C'était le green. Ouais, mauvaise réponse. Ah oui. 2 sur 3. Dernière question ultrabike. Quelles sont les distances proposées? 100, 200, 300, 100, 300, 400, 200, 300, 500. 200, 300, 500. Bonne réponse. Et du coup, ça fait 3 sur 3 pour le golf et 2 sur 3 pour l'ultrabike. Et victoire donc du golf. Voilà, donc, Bravo, mesdames. on va faire juste pour le fun, pour voir si vous auriez répondu à la dernière question. Je pense que... Et là, je vais laisser la présidente poser la question. Alors, le Comité international olympique, le CIO, est l'autorité suprême des Jeux olympiques. En quelle année a-t-il été créé? Le CIO, Comité international. 1894, 1896, 1992. La deuxième.
Et non, La- c'est la première. 1894. La première. Voilà. Pour le fun, ils se sont rattrapés. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre pas mal de sports avec notamment le 15 octobre, le marathon d'Amsterdam aux Pays-Bas. Le 15 octobre, il y aura aussi de la MotoGP avec le Grand Prix d'Indonésie. Il y aura également du rugby dans le cadre de la Coupe du Monde avec les quarts de finale dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc samedi 14 octobre, nous retrouverons le Pays de Galles face à l'Argentine et le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Dimanche, il y aura les quarts de finale entre l'Angleterre et les Fidji et le 15 de France face à l'Afrique du Sud. Jusqu'au 15 octobre, il y a aussi les championnats du monde hommes et femmes de beach volley au Mexique. Du 14 au 19 octobre, les championnats du monde mixte de curling à Glasgow en Écosse. Et enfin, à partir du 18 octobre, il y a les championnats d'Europe de gymnastique acrobatique en Bulgarie. Et le mardi 24 octobre, il y aura Dialogue Sport au Centre des congrès et d'exposition Diagora Labège, une soirée spéciale où l'on parlera de sport. 3 conférences sont prévues, le sport au féminin à l'horizon, le sponsoring et les réseaux sportifs, ainsi que les collectivités au cœur du financement du sport. Tous les renseignements sont disponibles sur le site sportivité.fr. Communiquons sport, c'est l'occasion de parler sport. N'hésitez pas à vous inscrire et à participer. Et donc, le programme de la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour parler de baseball et de la 36e édition du championnat d'Europe qui a lieu du 24 au 27 septembre 2023 en République tchèque, en compagnie de David Milasso, directeur sportif du Stade Toulousain Baseball, et Anaïs Monge, secrétaire et manager de la section softball du Stade Toulousain Baseball. Et Gérard Cross, président de la Ligue Occitanie de baseball softball. Voilà, nous ferons un échange avec toutes ces personnes. En deuxième mi-temps, retour sur l'US Open 2023 de squash, 6e édition de cette épreuve qui a eu lieu du 7 au 14 octobre 2023 avec Samuel Breton, président de la Ligue de squash Occitanie, et Clément Tricot. Merci à Véronique Branover, Debbie Kurilovic, Hubert Tissot, Chloé Schonenberger, Romain Lucena et à notre spécialiste rugby, Sébastien Lapassé. Merci à tous les internautes et de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons que vous appréciez cette 18e émission et de Si on parlait de sport. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 18e émission, à Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique Samper Connect pour ses conseils avisés. Merci Laurent. Merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.